dès à présent, je vais donner la parole à Virginie qui va tout nous raconter sur les troubles de la déglutition. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais donc partager mon écran tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez maintenant, normalement, vous le voyez, ma Oui, première très bien. diapositive? Voilà. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Virginie Ruglio, je suis orthophoniste en gériatrie à l'hôpital Pompidou. Je fais également partie d'une équipe mobile gériatrique externe et qui dans Paris et 92. Et bien sûr que je vais vous parler des troubles de la déglutition, mais bien sûr, je ne peux pas vous parler des troubles de la déglutition dans toutes les populations. Je vais m'attacher aux populations neurogériatriques et donc bien sûr EHPAD et gériatrie versus polyhandicap parce que et jeunes adultes, parce que ce sont des objectifs, des tableaux, cliniques qui sont très, très différents et qui nécessitent des conduites préventives et aussi, des démarches diagnostiques peut-être différentes, peut-être pas diagnostiques, mais les conduites préventives ne seront pas copier-collables, dans, toutes les, domaines de la déglutition. Il faut se méfier un petit peu. Là, je vais vous parler donc surtout de ce qui se passe en EHPAD. Alors comme vous le voyez, sans doute dans les 2 petites vidéos qui devraient tourner ici, est-ce que vous les voyez ces vidéos? Est-ce que vous arrivez à voir qu'elles bougent? Non, elles ne bougent pas. Elles bougent dans mon écran, alors peut-être que c'est dommage si les vidéos Ici, ça ça bouge. Si ça bouge, hein. Ça bouge, hein? Bon, parce que moi, je ne le vois pas bouger. Les 2 vidéos doivent bouger en même temps et donc vous avez à gauche une vidéo d'une personne qui avale correctement et à droite une personne qui avale pas bien du tout et avec même des fausses routes qu'on appelle des fausses routes silencieuses puisque la personne ne tousse pas. La déglutition, ce sont 3 capacités. La capacité de protéger les voies aériennes par des mécanismes musculaires, hein, qui ferment les voies aériennes pour que rien ne tombe dedans, qui ne soit de l'air pur. Et puis, les mécanismes de propulsion qui vont pousser, comme son nom l'indique, le bolus, la chose à avaler, mais pas seulement depuis la bouche. Et il ne s'agit pas que d'aliments, hein, d'accord? C'est une protection qui est valable pour toutes les choses que nous avalons et notamment les sécrétions qui viennent également du nez et qui passent pas forcément par la bouche. Et puis un troisième larron qu'on oublie souvent, c'est les capacités d'expulsion des fausses routes parce que tous les sujets sains de tous âges font des fausses routes à minima bien sûr, et risquent également des étouffements alimentaires. En tout cas, le risque zéro de fausse route n'existe pas chez les humains. Donc, il y a de ce fait des mécanismes d'expulsion. Là, je viens de faire un petit mécanisme d'expulsion volontaire, par exemple, et c'est d'une grande banalité. Alors, quand ça se passe pas bien, ça s'appelle les troubles de la déglutition ou dysphagie. Alors, on peut confondre les deux termes, mais si on veut être précis, la dysphagie, ce sont les sensations subjectives qu'un patient peut ressentir quand il déglutit. Et puis, les troubles de la déglutition, ce sont des difficultés objectivables. Et on peut avoir l'un ou l'autre avec ou sans, hein, d'accord? C'est assez complexe comme clinique, en fait, hein. On sait qu'il peut y avoir des fausses routes silencieuses, on sait que les troubles de la déglutition ne concernent pas que l'oropharynx, mais aussi l'œsophage, le tuyau qui amène les aliments vers l'estomac. Donc ça nous donne des tableaux cliniques particulièrement complexes et on a encore du mal à savoir combien il y a de dysphagiques dans le monde. Alors je vous ai mis à la louche le chiffre qu'on a souvent par chez nous, c'est le 8% de la population globale mondiale. C'est assez énorme, mais ça dépend surtout de la définition et de la façon dont les troubles ont été diagnostiqués. Et ça encore, il y a un consensus à trouver et c'est pas gagné encore tout de suite. Alors, ce qui nous intéresse, bien sûr, ce sont des complications multiples, bien sûr immédiates avec une obstruction des voies aériennes par des solides plus ou moins modifiés, mais sinon, avec des inhalations régulières, la personne peut avoir des infections pulmonaires et ça dépend de plein de choses et pas que des fausses routes, les infections pulmonaires, et bien sûr des complications nutritionnelles, hein, hydriques et nutritionnelles, mais aussi une perte de qualité de vie et de liberté au sens large, hein, du patient et de ses aidants. Alors, on a pour habitude, depuis de très, très nombreuses années, d'utiliser comme pierre de base la prise en soin des troubles de la déglutition, les adaptations de texture des aliments et des boissons. Alors, on peut plus ou moins épaissir les liquides, on peut plus ou moins transformer les solides de manière à les adapter pour compenser les difficultés des patients. Et ça, c'est une personnalisation indispensable, évidemment. Alors, on va tous travailler pour cela en pluriprofessionnalité, au sein, si possible, d'un projet de service et d'établissement, parce qu'une personne toute seule, ça serait bien gentil, mais ça ne sert pas à grand-chose, hein. On a tous besoin d'être là, chacun avec son regard croisé, comme on l'a dit, les médecins, les orthophonistes et les kinés qui ne sont les seuls paramédicaux habilités à évaluer et prendre en soin les troubles de la déglutition en France, les diététiciens qui vont être un grand secours également, et puis toutes les équipes de soins, de près ou de loin, et enfin les professionnels de
cuisine qui sont d'une très grande importance pour essayer de fournir des soins qui soient complètement de qualité. Et pour cela, évidemment, il faut qu'on parle tous le même langage, donc il faut qu'on soit formé. Et la formation, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire aujourd'hui en France, donc de telles interventions sont utiles, hein. Alors, voici maintenant, la suite. La démarche diagnostique, eh bien, voici la démarche diagnostique canonique, idéale, celle qui est recommandée par les sociétés savantes récentes, ici l'européenne en 2021. C'est d'abord de faire un dépistage systématique, bien sûr, hein, comme dans beaucoup d'autres domaines. Un dépistage qui est fait par un non spécialiste, qui a un résultat binaire, positif ou négatif, et qui ne donne absolument aucune information sur le type de dysphagie dont il s'agit. Parce qu'il n'y a pas une dysphagie, mais des dysphagies différentes. Donc on ne peut pas, au terme d'un simple dépistage, proposer des adaptations alimentaires. En tout cas, on peut le faire, mais de manière un peu au pif, hein, de manière un peu euh, aléatoire comme ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas du tout proposer de rééducation puisqu'on ne sait toujours pas ce qui se passe. Ensuite, si le dépistage est positif, il serait intéressant d'aller en évaluation clinique et ça, c'est fait par un spécialiste évidemment. Donc, je vous ai dit le kiné ou l'ortho, mais en gériatrie, c'est surtout, et là où il y a des troubles neurocognitifs, c'est surtout l'orthophoniste parce que le kiné n'a pas de compétences dans ce domaine spécifiquement. On va faire un examen qui est complexe, qui aboutit à des hypothèses diagnostiques et non pas à un diagnostic parce que normalement, ça devrait être confirmé par l'endoscopie et on peut essayer de faire des propositions thérapeutiques d'adaptation de texture, mais qui sont très prudentes parce qu'on connaît très bien les limites de cet examen clinique. Et en revanche, on ne peut pas faire de propositions thérapeutiques en termes de rééducation parce qu'une rééducation, ça doit être ciblé et que suite à l'examen clinique, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe chez le patient, donc on va avoir du mal à cibler une thérapeutique. Ensuite, si dans l'idéal, on peut accéder à une évaluation diagnostique instrumentale, là, c'est bien sûr fait également par des spécialistes, l'ORL, le phoniatre et l'orthophoniste, avec une instrumentation. Et là, on aura vraiment le top, top pour savoir exactement ce qui se passe, quels sont les mécanismes qui dysfonctionnent. Et là, on pourra proposer des adaptations alimentaires qui sont totalement personnalisées et surtout une prise en soin rééducative, si indiquée, bien entendu. Alors, quid du dépistage? Le dépistage doit être systématique. Il est recommandé par la Haute Autorité de Santé pour l'AVC aigu et on prend pour la gériatrie parce qu'on n'en a pas encore des recommandations pour la gériatrie, mais ce sont de très bonnes choses. Il existe plein de tests validés scientifiquement, hein, d'accord, qui sont suffisamment sensibles et c'est suffisamment spécifique pour, essayer de détecter les troubles de la déglutition, sachant qu'un dépistage, ce n'est qu'un dépistage. En aucun cas, un dépistage n'est un diagnostic. Un dépistage peut être fait avec un test le plus simple possible et en gériatrie et chez les déments, c'est très utile d'utiliser le test au verre d'eau qui est très faisable et très facile à apprendre. 90 millilitres d'eau plate tempérée, c'est très important, par le médecin ou l'infirmier formé, hein, et pas par d'autres professionnels, hein, parce que ce sont des professionnels qui sont ciblés de première ligne ici, sans interruption, un peu plus d'un demi-verre de standard, sans interruption ou du moins en entier. Et s'il y a la moindre difficulté, tout ou modification de la voix, on peut considérer dans la minute qui suit, on peut considérer que le test est positif. Ça veut dire oui, il risque d'avoir des troubles de la déglutition, mais je n'en sais pas plus. On pourrait aussi être un faux positif, hein, et donc je dois envoyer en évaluation. Alors bien sûr un dépistage tout seul, ça ne sert pas à grand chose. C'est un des éléments de ces raisonnements médicaux qui va être associé à ça et le médecin va dire bon bah en plus de mon dépistage positif, je regarde le dossier, j'examine mon patient et je réfléchis à savoir si éventuellement, effectivement, ce serait pas, autre chose que des troubles de la déglutition et donc je vais essayer à ce moment-là de faire les choses que je vous ai notées à droite pour ensuite dire: «Je vais envoyer en évaluation clinique». Pour ce qui est du diagnostic, le diagnostic est apporté dans l'idéal par un examen clinique plus un examen ORL. Alors pour l'examen ORL, c'est le seul diagnostic qui est faisable avec la fibroscopie de déglutition, la FIS, ou la vidéoradioscopie de déglutition, la VFS, avec d'autres termes aussi plus ou moins usés. Ici, ce sont des examens qui sont vraiment excellents. Ce sont des examens dynamiques, diagnostiques, mais ils ont des désavantages aussi, notamment en gériatrie, mais dans d'autres populations, c'est qu'ils exigent un certain nombre de capacités que les patients n'ont pas, hein, coopération, exécution volontaire, c'est assez complexe au niveau praxique, contrôle, et ils ne prennent pas en compte un certain nombre de choses. Ils ne sont pas la panacée parce qu'un examen ORL tout seul ne sert pas non plus à grand-chose. Il faut l'associer à un examen clinique orthophonique, les capacités cognitivo-comportementales, l'environnement, le besoin d'aide, le comportement du patient au repas sont très importants. Et en plus, ils sont assez invasifs et ils sont encore très peu accessibles en France, malheureusement. Donc, il y a pas mal de limites. Alors, l'évaluation orthophonique, elle va apporter des hypothèses diagnostiques
diagnostic, on va étudier tous ces éléments-là. On ne va pas évaluer que la déglutition, mais aussi tous ses corollaires et on va évaluer de manière analytique et fonctionnelle ces éléments et on va observer le comportement du repas au repas du patient, mais aussi de ses aidants familiaux, de ses aidants professionnels pour les aider ensuite. On va les inclure dans la thérapeutique et on va pour cela, enfin aussi, observer un repas entier dans les conditions et avec les aidants habituels pour savoir ce qui se passe quand on n'est pas là en fait, hein. Alors, on a pour habitude, et c'est très adapté à la démographie des pathologies et des professionnels, malheureusement, aujourd'hui. On a de nombreux patients qui souffrent de troubles de la déglutition. On va leur appliquer des mesures simples et économiques et on est peu de professionnels compétents. Donc, on va suivre les recommandations qui ont été testées ici par plusieurs équipes, notamment celle des Catalans de 2018, avec l'intervention minimale massive. Et l'intervention minimale massive en déglutition, c'est évaluation précoce et prise en soin des 3 principaux facteurs de risque de complications. Une fois de plus, j'ai pas le temps d'aborder ces complications qui sont complexes, hein, les mécanismes sont complexes, mais on va adapter les boissons et les aliments, la texture des boissons et les aliments de manière compensatoire par le spécialiste de la déglutition qu'est l'orthophoniste ou le médecin bien sûr. Le spécialiste de la nutrition qui est le diététicien ou le médecin vont apporter une supplémentation nutritionnelle et hydrique si nécessaire évidemment. Et puis les spécialistes de la toilette orale qui est un point essentiel de cette prise en soin, seront très sollicités évidemment puisqu'il faut une bouche propre et humide pour déglutir. C'est une des bases et peut-être que s'il y a quelque chose à retenir dans la déglutition, c'est déjà seulement ça, hein. Alors les patients sont suivis tous les 3 mois avec réévaluation et réajustement si nécessaire et puis il y a des résultats tout à fait satisfaisants et c'est ce genre de choses qu'on va faire et sans rééducation, hein, d'accord? Diapo suivante, les adaptations alimentaires n'ont pas que des bénéfices. Elles introduisent aussi des risques. Alors je vais passer un petit peu rapidement sur cette, diapositive, mais je me tiens à votre disposition pour questions. Elles introduisent aussi des risques d'inhalation, c'est-à-dire que vous épaississez ou vous modifiez un aliment et vous obtenez un résultat qui peut être compensatoire pour certains patients et les empêcher de faire des fausses routes, mais pour d'autres patients, ça va augmenter le risque de fausses routes. Donc il ne faut pas être angéliste, bien sûr, tous ces éléments introduisent des risques. Et puis je passe quand même quelques instants sur le fait que l'épaississement des boissons introduit des risques de baisse de la biodisponibilité de l'eau dans l'organisme. C'est très important. Donc épaississons le moins possible ou recourons à des aliments qui sont déjà épais naturellement. Et puis ils introduisent également un risque, alors une suspicion de risque de baisse de la biodisponibilité de la dose médicamenteuse dans l'organisme quand on l'associe avec des épaississants alimentaires, même de bonne qualité, ou avec des eaux gélifiées. Donc attention à ces éléments, bien entendu. Alors voici maintenant les généralités, voici les bonnes choses à faire et les mauvaises choses à éviter de manière très générale, sachant que je vous ai dit, chaque patient dysphagique a sa dysphagie et donc il faudra vraiment une personnalisation. De manière générale, il est évident qu'on n'alimente pas, on ne donne pas un médicament à un patient qui n'est pas suffisamment vigilant. Donc c'est la base de la base. Si la vigilance est médiocre, on s'abstient de tout apport oral, notamment médicamenteux. On limite les distractions, mais pas obligé d'enfermer le patient dans une cellule. Notamment en gériatrie, les stimulations sont des fois des indices sémantiques très importants pour la déglutition aussi. Donc, il ne faut pas couper systématiquement la télé ou la radio. Et puis, on va nourrir contrairement à d'autres populations, hein. On va nourrir lentement, en tout cas à bon rythme, et on va toujours s'obséder avec cette bouche propre et humide, vraiment, hein. Ce n'est pas de la rigolade, c'est un des éléments les plus importants. Et puis, si le patient est très encombré, il va avoir des capacités respiratoires insuffisantes pour faire les apnées nécessaires à la déglutition. Donc, ce n'est pas un problème de déglutition, mais un problème respiratoire. Il faudra veiller à cet état. Et puis, bien sûr, pour nettoyer la bouche d'un patient, on va essayer de reproduire le plus possible la situation d'indépendance, comme vous et moi, quand on se brosse les dents, on est penché comme ça en avant pour que l'écoulement se fasse vers l'avant, au contraire de la dame à gauche qui se laisse faire, mais qui est en hyper extension de tête et dans laquelle, bouche ouverte, il est très difficile de déglutir, donc de ne pas avaler de travers les sécrétions sales. Donc évidemment, non seulement c'était difficile, mais en plus, je vous rajoute des difficultés. Ici, vous avez l'installation et le positionnement du patient et les postures de tête et la façon d'accompagner le patient au repas. Un patient gagne à être assis à 90 degrés de manière générale parce que certains parkinsoniens vont gagner à être un peu couchés pour manger, et oui. Et donc à 90 degrés en général, le menton légèrement fléchi en avant, mais pas abusé, hein. Pied posé sur un appui pour éviter qu'il glisse en arrière. Je vous ai dit
pas trop pencher en avant, hein, d'accord? Hyperextension de tête favorise les fausses routes chez tout le monde. Flexion antérieure de tête extrême favorise les fausses routes chez pas mal de patients qui ont des difficultés de propulsion, hein. Alors, il n'y a pas une posture de sécurité puisqu'il n'y a pas une dysphagie. Il y a plein de postures de sécurité adaptées à plein de patients différents. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va par défaut essayer que le patient mange tout seul. L'indépendance en elle-même est une façon de limiter les dégâts. Les soignants savent qu'on ne se tient pas debout pour alimenter un patient dépendant, c'est de la maltraitance. On s'assoit systématiquement et on s'assoit plutôt en bas, plutôt légèrement plus bas que le patient. Ici, vous avez maintenant les ustensiles pour boire les boissons et les saveurs. On évite tout ce qui implique une succion dans la population, notamment gériatrique, versus polyhandicap n'est pas qui est un autre monde. On évite tous ces éléments au profit de verres plutôt évasés, bien remplis pour la boisson, bien sûr, hein. Les verres à découpe nasale, c'est pas du tout la panacée, c'est pas du tout magique et notamment chez les déments, hein. Les boissons fades et plates seront remplacées par défaut, en attendant une évaluation orthophonique, par des choses qui sont plus stimulantes au niveau chémesthésique, avec des bulles de CO2 qui sont grosses et qui apportent une information sensitive, mais aussi avec des saveurs, et les saveurs acides, pimentées, poivrées, dérivées de la capsaïcine, et aussi les sucrés qui sont longtemps perçus comme des aliments chez les déments, sont des choses à favoriser. Et puis, chez les chauds et les boissons chaudes et tièdes sont plus faciles à avaler de travers de manière silencieuse. On peut éventuellement les remplacer, en attendant une évaluation, par quelque chose de complètement froid. Et le champagne, bien sûr, est bienvenu. Alors, au niveau des liquides, tous ces liquides à gauche sont d'un niveau 1. Les niveaux d'épaississement sont standardisés grâce à la nouvelle standardisation IDDSI dont je vais vous parler très brièvement. Ici, nous avons enfin un langage commun pour que chacun puisse décrire des boissons plus ou moins épaisses et des aliments plus ou moins modifiés, avec des numéros, des codes couleurs comme vous le voyez ici, et des libellés très précis. Alors, je vous ai donné des exemples. J'espère que les vidéos tournent. Vous voyez un petit peu comment s'écoule un certain. Ça coule pas, ça s'écoule, ça se voit pas, Martine. Alors, je vais essayer de les démarrer ici directement. Ouais, non, elles s'écoulent ici. Elles s'écoulent dans ma vidéo. Ah, 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 j'ai l'impression elles ont commencé à bouger un petit peu. Bon. Alors, de toute façon, quand même, je vous ai mis des exemples en images, hein. Vous visualisez le numéro 1, le niveau 1, c'est que ça ressemble à du jus de tomate ou à du jus d'abricot. Tout le monde visualise un petit peu ce que c'est. C'est très légèrement épais. Numéro 2, c'est légèrement épais, comme du yaourt à boire. Et je ne donnerai pas de marque, mais tout le monde visualise. Et puis, les 3, modérément épais ou purée fluide, c'est comme une compote fluide dont l'écoulement se ferait lentement entre les dents d'une fourchette. Et puis le 4, c'est comme du ketchup, et vous voyez, ça ne bouge pas ici, ou comme de la crème un peu épaisse, et à ce moment-là, ça ne s'écoule pas entre les dents d'une fourchette. Et ces éléments peuvent être testés à chaque fois au moment du service et à la température de service par les agents formés. Ici, on va épaissir des boissons zéro par un épaississant délié qui soit moderne évidemment, instantané et facile d'utilisation. Et maintenant, on sait que les épaississants à préférer sont les épaississants basés à la gomme xanthane, parce qu'ils ont une innocuité pulmonaire bien meilleure, et je me tiens à votre disposition pour des détails. De plus, ils ont été remboursés il n'y a pas longtemps par l'assurance maladie, donc c'est très intéressant. Les eaux gélifiées prêtes à l'emploi ont des textures totalement différentes les unes des autres, donc dire eau gélifiée ne donne aucune indication sur la viscosité. Voici des éléments sur l'ITSI, je vais passer rapidement, mais c'est tout un système de standardisation internationale auquel personne n'échappera normalement bientôt, puisqu'il est recommandé par les sociétés savantes diététiques qu'on l'applique de manière complète sur le terrain, et que toutes les textures soient décrites, non plus comme on le faisait avant avec mixé, mouliné, haché, etc., et qu'on passe tous à ce TITSI. Alors évidemment, Rome ne se fait pas en un jour, hein, parce que c'est un véritable changement de total de toutes nos habitudes, mais nous y viendrons et je suis obligée de vous en parler. Les tests ITSI se font au moment du service et à la température de service. Il y a moult tests. Je vous ai mis le test à la seringue avec une seringue qui mesure l'écoulement. Est-ce que ça tourne ou pas? Je le fais rouler. Je le fais rouler, hop, hop. Et ici, le test à la fourchette. Vous voyez, on peut appliquer plein de tests qu'ils ont élaborés avec des ingénieurs, évidemment. Je
passe. Tout est en ligne, évidemment. La dernière chose, et on va en parler, ce sont les médicaments. Il ne faut pas oublier. Je vous ai mis ici le QR code des référentiels dont notre collègue pharmacienne va vous parler en long, en large et en travers. Ce sont des référentiels. Pourquoi? Parce que vous voyez, ici, le médicament, l'infirmier a dit oui, c'est bien passé. Il y a 2 comprimés jaunes hein, dans le sinus piriforme gauche. Ici c'est la trachée, hein, c'est la glotte. Hein. Donc là, après prise, mais après déglutition, la bouche, elle est vide. Hein, sauf que les médocs, ils ne sont pas dans l'estomac, quoi. Et donc, vous voyez ici, le patient n'a aucun moyen de savoir si c'est passé parce qu'il a visiblement des troubles de la sensibilité, ce qui peut très bien arriver, et l'infirmier n'a aucun moyen de savoir si la prise a été faite. Donc, attention, attention. Bon, là, c'est horrible, hein, d'accord, mais je vous le mets quand même. Il y a risque, évidemment, non seulement que le patient ne prenne pas son médicament, mais en plus qu'il l'inhale ou que ça reste là à ulcérer. Donc, il faut adapter, et ça, je laisserai les collègues en parler. Au total, la clinique est complexe. Ce n'est pas parce qu'un patient tousse qu'il a fait une fausse route et ce n'est pas parce qu'il tousse pas qu'il n'a pas fait une fausse route. C'est pas parce qu'il a des dents qu'il est capable de bien mastiquer. C'est pas parce qu'il n'a pas de dents qu'il n'arrive pas du tout à mastiquer. Il faut être très subtil dans ces éléments-là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous le voyez, l'hygiène bucco-dentaire est peut-être la chose à retenir dans ce domaine. Une bouche humide et propre va vous limiter tout un tas de cortèges de complications des troubles des fausses routes. Un patient peut faire des fausses routes, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on a bien maîtrisé les risques multiples. Un patient doit être bien assis et bien installé pour manger. Un même patient peut recevoir plein de sources d'hydratation en une même journée. Les médicaments doivent être adaptés dans l'idéal systématiquement. On évite les ustensiles non adaptés comme les verres à bec. On propose des évaluations par des orthophonistes. On se méfie des mélanges solides, j'ai pas eu trop de temps d'en parler. On se méfie des boissons chaudes en gériatrie aussi. On lubrifie on apporte des sauces épaisses et des corps gras pour augmenter le glycée. On utilise des épaississants à dédier. Et un patient qui peut mastiquer doit pouvoir mastiquer malgré les troubles de la déglutition. Mastication et déglutition sont 2 choses très différentes à ne pas confondre. Voici une diapo dans laquelle je vous mets les ressources gratuites en ligne de l'IDDSI. Il y a plein, plein de choses. Attention, parce que la dernière mouture français international, c'est juillet 2022. Donc, si vous avez des documents qui datent de 2018, il faut les supprimer absolument et aller sur ce site pour les recueillir. Bien sûr, c'est très important. Pour conclure, une réalité clinique complexe, de faux positifs et faux négatifs, des signes très trompeurs et beaucoup d'idées reçues et de schématisation fréquentes chez les professionnels que nous sommes. Donc, on se pose la question de la qualité de la formation, formation initiale et continue à laquelle nous travaillons activement. Attention, après longtemps avoir pensé que les troubles de la déglutition passaient à l'as et qu'ils étaient sous-estimés, maintenant on en vient à une surdiagnostic et surtraitement. Attention, avec beaucoup de toxicité également, des risques multiples, une charge psychoaffective qui est évidente et que j'ai pas eu le temps d'aborder, mais bien sûr qu'elle est au cœur de nos préoccupations, des questions éthiques qui vont avec aussi, parce que toutes les décisions se prennent évidemment en équipe, mais aussi en incluant le patient et ses aidants. Pourquoi? Parce que on va avoir une approche centrée sur le patient et en déglutition, il y a très, très gros risque de nuire et de ne pas tenir compte des souhaits du patient. Malgré les risques, on va tenir compte des souhaits du patient. Pour cela, tout le monde collabore et tout le monde, dans le meilleur des mondes, est bien formé. Voici la diapo finale pour si vous avez des questions, bien sûr, et je vous ai mis les QR codes pour l'IDDSI, pour un groupe de référence français de l'ITSI auquel je vous invite si vous êtes bénévole et que vous souhaitez participer à sa mise en œuvre sur le terrain, et un groupe Facebook que nous avons créé avec les traducteurs de l'ITSI français pour les soignants et les personnels de restauration pour tout ce qui est un échange de tuyaux, d'expériences et de difficultés et de facilitation sur le terrain. Et je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Ah bah, merci beaucoup Virginie pour toutes ces précisions. Nous avons des petits problèmes techniques, hein, on n'est pas toujours au point. On a bien vu que les troubles de la déglutition, il faut y penser, il faut savoir les repérer, hein, mais il faut les évaluer après avec une orthophoniste. Alors la grande question que nous posent souvent les EHPAD, mais où trouver des orthophonistes, hein, c'est une spécialité qui est encore assez rare.
hein. Alors, c'est pas encore assez, enfin oui, c'est encore assez rare parce que ben, il y a plein de problèmes politiques dans lesquels je rentrerai pas, mais on est en pleine lutte de défense de la profession parce que nous sommes bac+5 et nous sommes encore rémunérés bac+3 à l'hôpital. Donc, vous voyez que c'est normal qu'il n'y ait pas d'orthophoniste. Donc, notre souhait, c'est évidemment de prendre conscience et que les besoins en termes de soins soient entendus par le gouvernement, hein, parce que sans orthophoniste, on n'a pas de soins orthophoniques. Alors, on peut avoir bien sûr les kinés, mais ils ont une formation, une approche qui est très différente et qui n'est pas du tout celle, et c'est très complémentaire. D'ailleurs, on devrait travailler ensemble. Alors, vous voyez, par exemple, en EHPAD, la Fédération nationale des orthophonistes demande que les EHPAD recrutent, créent des postes orthophoniques au lieu de créer un poste psychomote, par exemple. On peut se poser des questions. Pourquoi il y a toujours des postes psychomotes et aucun poste orthophoniste? Vous voyez, on pourrait avoir un peu des deux. De même, la Fédération nationale veut qu'on n'intervienne pas forcément en libéral. Pourquoi? Parce qu'il faut créer des postes. Donc, il y a des difficultés politiques de ce type qui sont encore très importantes. Ce qui est sûr et certain, c'est que les recommandations internationales de qualité des soins veulent qu'on fasse intervenir un orthophoniste. Donc, il faut s'y mettre, hein, il faut demander, exiger, travailler au niveau des directions. Et puis, bien sûr que nous, les spécialistes en déglutition, nous avons des carnets d'adresses, donc il ne faut pas hésiter à s'adresser, par exemple, à moi, mais à mes collègues aussi, pour demander tel endroit, est-ce que vous avez un orthophoniste qui peut venir? Et Et je puis, nous avons les centres de consultation aussi dans lesquels on peut recevoir des patients en hôpital de jour et en consultation. Et en plus, en Ile-de-France, on a la chance que tous les EHPAD sont rattachés à une filière gériatrique. Donc, par le biais de la filière gériatrique, on peut peut-être plus facilement identifier des orthophonistes, hein, et voir comment s'organiser en pratique pour que ça soit efficace. Il faut que nous fassions. Voilà. Nous avons beaucoup de progrès en France à faire sur ce sujet, hein. C'est un sujet de déglutition qui a été très souvent relégué au second plan. Et maintenant, bah, tout le monde en parle, donc oui, Alors, bien vous sûr. voyez qu'on s'y intéresse fortement, hein. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois qu'il y a des. Dans le Gers, si on manque aussi d'orthophonistes. Oui, je pense que c'est vraiment une. Alors, moi, je n'ai pas bien compris limite orthophoniste, ORL en EHPAD. Alors, bah, bon, en EHPAD, un ORL, il ne va pas forcément intervenir. C'est plutôt le patient qu'on va aller faire consulter un ORL, hein. Ces éléments-là, c'est pour l'évaluation instrumentale, hein. C'est-à-dire que pour faire une fibroscopie de déglutition ou une vidéoradioscopie de déglutition, pour la radio, il faut un radiologue en plus, bien sûr, mais il faut un médecin. Donc, ce qu'on fait maintenant, ce sont des consultations à deux, hein. D'ailleurs, comme le dit la Conception à Marseille, à l'hôpital où ils ont un service assez spécialisé, ils disent, bah, l'évaluation de la déglutition, c'est mieux à deux, hein, orthophoniste et ORL. Et c'est quelque chose que l'on voit et qui va se développer, nous l'espérons, et nous œuvrons activement pour cela, pour avoir toujours un binôme ORL plus orthophoniste. L'ORL va observer des choses qui relèvent de la médecine ORL et de l'phoniatrique également si besoin. Et puis l'orthophoniste, lui, va venir compléter. On est vraiment complètement complémentaires et l'orthophoniste aura de toute façon son évaluation clinique, hein, que l'ORL ne fait pas, hein. Alors, Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, oui, mais Martine. pratiquement, j'ai un résident qui a une maladie de type Alzheimer très sévère, qui est en UVP, qui a du mal à communiquer. Qu'est-ce que je fais? Alors lui, typiquement, ce type de profil, on ne l'enverra pas chez un ORL en consultation pour avoir une évaluation instrumentale parce que ça sera très peu contributif. Il va avoir beaucoup de difficultés, c'est ce que j'ai mis, hein, dans la diapo, les grandes limites en gériatrie. Chez le dément, il faut que le patient puisse être coopérant, etc., comprenne un peu ce qui se passe. Et ce n'est pas du tout facile. Donc typiquement, et puis en plus, peut-être que l'équipe jugera, hein, que l'exploration invasive comme ça n'est pas raisonnable chez ce patient. Donc déjà là, on part en disant, oui, on va s'arrêter à l'évaluation clinique orthophonique qui est toujours faisable, hein. Rappelle-toi, nous en avons fait en EHPAD, hein. Là, moi, c'est mon boulot quand je vais en EHPAD dans l'équipe mobile gériatrique externe. Et donc, je viens observer, enfin, étudier le dossier complet, observer la totalité du repas et avancer quelques hypothèses, sachant qu'on s'arrête là. On n'a pas la certitude que ce patient a ça, mais on peut essayer de travailler quand même avec lui de manière le plus pragmatique possible. Tout à fait. Et l'approche de l'orthophonie, ce qui est intéressant, c'est de bien adapter l'alimentation, parce que notre cuisinier va nous expliquer comment adapter l'alimentation, mais c'est vrai que quand on n'a que une texture compote fluide, c'est un peu compliqué quand même en pratique.
Et il faut avant tout privilégier le plaisir à cet âge-là aussi, avec cette polypathologie, et sans faire de bêtises, je dirais, hein. Et oui, et préserver le plaisir, mais aussi, dont on va beaucoup parler, c'est très important, mais aussi la fonction. Pourquoi? Parce que des gens pensent, on dit, ah bah oui, mais je vais me protéger, je vais le mettre en mixé, parce que de toute façon, c'est tout ce que j'ai, hein, j'ai que du normal, du haché ou du mixé, je vais mettre en mixé. Dans le doute, comme ça, je limite le risque d'obstruction des voies aériennes. Ce n'est pas vrai, le mixé ne limite pas le risque d'obstruction des voies aériennes, hein. Eh oui, ça c'est clair. Et puis en plus, il a d'énormes désavantages en termes évidemment de qualité de vie, hein, mais aussi nutritionnels, les diététiciens me l'ont expliqué, mais aussi perte de fonction. Parce qu'un patient qui peut mastiquer, vous lui mettez du mixé et en 2 semaines, il ne sait plus mastiquer. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas enlever une fonction à un patient pour le protéger d'autre chose. Donc vraiment, la négociation bénéfice-risque doit être systématique et très très fine. Et ça se décide aussi avec le patient, hein. Et donc c'est un travail pluriprofessionnel passionnant. Ou une collaboration très forte avec les équipes soignantes et l'équipe de cuisine.